Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au sixième débat confiné d'Il fera beau demain. Comme chaque semaine, je vous rappelle qu'Il fera beau demain se donne un an pour créer un nouveau mouvement politique et que durant cette période de confinement, le processus participatif prend essentiellement une forme virtuelle. Je vous invite à, si vous ne la connaissez pas encore, à aller voir notre plateforme www.ilferabeaudemain.team sur laquelle chacun d'entre vous peut déposer ses propositions et réagir aux propositions des autres. Et justement, aujourd'hui, nous approfondissons une proposition qui a été déposée par un de nos contributeurs les plus actifs sur cette plateforme, une proposition dans laquelle il se demande s'il est possible d'atteindre nos objectifs climatiques sans continuer, donc sans utiliser encore le nucléaire. Or, on le sait, la sortie du nucléaire a été votée et est prévue pour 2025, mais nous devons aussi réduire nos émissions de CO2 de 50% d'ici 2030. Dès lors, on va se demander aujourd'hui si ces deux objectifs sont conciliables ou s'il faut prolonger le nucléaire pour sauver le climat. Nous en parlons aujourd'hui avec Thomas Pardone, qui est professeur à l'UCL. Bonjour Thomas. Avec Maxence Cordier, qui est ingénieur et membre de l'équipe bruxelloise du Shift Project, qui est un think tank qui réfléchit à la manière de décarboner nos sociétés. Bonjour Maxence. Bonjour. Et enfin avec Arnaud Collignon, qui est expert énergie et inter-environnement Wallonie. Bonjour Arnaud. Il faut brancher le micro, Arnaud, sinon on n'entend pas le bonjour. C'est pas grave. Alors, comme vous le voyez, et une fois n'est pas coutume, le panel est exclusivement masculin. Nous avons d'ailleurs été interpellés sur ce fait, ce que nous comprenons très bien. Je dois vous avouer que nous nous efforçons chaque semaine d'être attentifs à la diversité des genres dans le panel. Cette fois-ci, nous avions d'ailleurs invité la directrice d'Inter-Environnement Wallonie, mais elle a préféré, c'est plus que son droit, se faire représenter par l'expert de son équipe, Arnaud. Donc, nous nous réjouissons de la présence d'Arnaud et nous nous excusons pour ce panel masculin. Nous resterons attentifs à cette question les prochaines semaines. Enfin, chaque semaine, nous vous invitons également à nous suivre en direct sur Facebook. Aujourd'hui, c'est Charlotte qui vous lit et qui viendra nous faire part de vos questions et vos commentaires. Bonjour Charlotte. Bonjour, donc je suis bien là pour rapporter aux intervenants vos réactions, vos questions, vos commentaires. Donc n'hésitez pas à tout poster, n'hésitez pas non plus à partager ce live. Plus on est à réagir et mieux c'est évidemment. Et en parlant de prendre la plume pour l'écrire, enfin le clavier ici évidemment, Arnaud Debreu qui est parmi nous, vous êtes professeur de mathématiques si je ne me trompe pas et vous avez posté sur la plateforme Il fera beau demain votre proposition à la base de ce débat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots les motivations de votre publication ? Voilà, bonjour. Alors, je vais essayer d'être court parce qu'en fait, il y a plein de points, mais je pense que les experts en expliqueront mieux après. Je vais commencer par une citation du programme d'Écolo. Donc, ils disent, dans certains pays comme le Danemark, le Paraguay ou l'Islande, la part d'énergie renouvelable dans la production d'électricité atteint déjà ponctuellement les 100%. Alors, il y a une énorme biais, évidemment, dans cette phrase. Déjà, c'est le mot ponctuel. En fait, le gros problème du renouvelable, c'est qu'il n'est pas renouvelable. Pilotable, excusez-moi. Et donc, on ne peut pas, on dépend du soleil si on a 100% de renouvelable. Et donc, pour l'instant, c'est pas possible. Alors évidemment, si on a la géothermie de l'Islande ou l'hydrographie du Paraguay, on sait le faire. Mais par contre, au Danemark, qui a, j'ai gardé mes chiffres, 30% environ en moyenne d'énergie renouvelable, eh bien pourtant, ils produisent plus de gaz à effet de serre que d'autres pays européens, comme la France, qui a beaucoup de nucléaire. Et donc, le fait, vu que le renouvelable n'est pas pilotable, eh bien, il faut d'office une source à côté. Et donc là, on a le choix entre le nucléaire, en tout cas avec les technologies actuelles, entre le nucléaire et le carboné. Et donc, vu que l'urgence actuelle, c'est lutter contre les gaz à effet de serre, et que le nucléaire a des rendements dans CO2 très très bons. C'est pas parfait parce qu'il y a la production, etc., mais ça reste le meilleur. Et donc, pour lutter contre cela, en plus du renouvelable, il faut du nucléaire.
Merci Arnaud. Nous allons donc approfondir ce débat, voir si nos experts sont d'accord avec la proposition que tu déposes ou s'ils ont un autre éclairage. On va organiser les discussions en 3 temps. Je vous propose de commencer par planter le décor en rappelant quels sont les objectifs de réduction du CO2 et les différentes stratégies possibles pour atteindre ces objectifs et limiter le réchauffement climatique. On pourra se demander ensuite comment assurer notre provision électrique de demain, quel mix énergétique devrions-nous privilégier et si donc le nucléaire doit en faire partie, soit de manière transitoire, soit de manière permanente. Enfin, on partira de l'hypothèse que l'on opte pour le nucléaire dans cette solution, mais alors qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Est-ce que ça signifierait qu'il faut prolonger les centrales nucléaires? Est-ce qu'elles sont encore sûres ou est-ce que cela provoquerait des risques inconsidérés? Est-ce qu'on ne risque pas aussi des arrêts fréquents au détriment de la stabilité de la production? Ou alors est-ce qu'il faudrait plutôt privilégier alors de nouvelles centrales, mais ces centrales seraient-elles rentables? Quel serait leur coût? Quelles seraient-elles plus compétitives que d'autres formes d'énergie? Quelle est la gestion des déchets? Voilà autant de questions que nous allons approfondir ensemble. Et je voudrais commencer peut-être en te donnant la parole à toi, Arnaud, pour peut-être précisément que tu nous rappelles quels sont les objectifs que nous devons atteindre si nous voulons limiter le réchauffement climatique. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, très brièvement, sur le climat, la situation est extrêmement préoccupante, évidemment. On est aujourd'hui, les gaz à effet de serre qu'on émet aujourd'hui, nous mettent, si on continue sur les trajectoires d'émissions et à ne rien changer aujourd'hui, on arrive à une augmentation de la température à la fin du siècle. C'est les calculs qui sont faits par le GIEC, qui est le panel qui a été mis en place au niveau international pour évaluer l'impact du changement climatique. On arrive à une augmentation de 4 degrés plus ou moins à la fin du siècle. Or, 4 degrés, pour donner une échelle, c'est plus ou moins ce qui nous sépare en termes de température moyenne de la dernière glaciation, étant donné évidemment des conditions météorologiques, climatiques totalement différentes. Il faut bien savoir que c'est évidemment une température moyenne à l'échelle du globe et que ça veut dire que de manière ponctuelle et principalement sur les continents, les températures pourraient être beaucoup plus importantes. Il y a un rapport très intéressant qui est sorti ces derniers jours. L'objectif qui s'est fixé politiquement, c'est un pur objectif politique fixé dans l'accord de Paris, signé en 2015. Il fixe l'objectif de tendre vers une augmentation maximale de la température de 1,5 degré. Pourquoi ce chiffre? Parce que on estime qu'à 1,5 degré, 2 degrés, c'est vraiment le seuil au-delà duquel il ne faut pas aller, parce qu'au-delà de ce seuil, on rentre vraiment en terra incognita, on rentre dans une zone de turbulence climatique grave et conséquences par toute une série d'effets rétroactifs notamment, dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais on rentre vraiment en terra incognita avec au pire peut-être des questions sur la viabilité même d'une grosse partie de la planète, en tout cas pour l'humain. 1,5 degré par rapport à aujourd'hui? 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Oui, et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est plus ou moins à une augmentation de la température de 1,1 degré selon les dernières estimations. Donc ça fait un demi-degré par rapport à aujourd'hui alors. Voilà, c'est un demi-degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Il faut savoir que objectivement, ce 1,5 degré est extrêmement difficile à envisager. Il faudrait pratiquement arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans les 10 ans qui viennent. Et donc, il faut viser un objectif de 2 degrés d'augmentation de la température semble plus crédible, atteignable, mais signifie quand même une décarbonation totale de nos sociétés à l'horizon 2050 dans tous les scénarios. C'est-à-dire plus d'émissions de gaz à effet de serre dans les 30 prochaines années, ce qui est gigantesque évidemment. D'où l'importance de décarboner donc notre société. Or, Maxence, c'est précisément l'objectif que se donne le Shift Project. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Shift Project et sur la manière dont vous espérez atteindre cette décarbonisation de la société? Oui, alors le Shift Project est un think tank qui s'intéresse à la double contrainte carbone. Je vais expliquer ce que c'est. Et moi, je suis membre des Shifters, qui est l'association de bénévoles, donc qui regroupe des bénévoles d'un peu tous les secteurs, qui aident le Shift Project à faire ses études et puis à communiquer autour de ses études, etc. Alors, la double contrainte carbone, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la transition énergétique, souvent, on a à l'esprit le besoin de décarboner, comme ça a été très, très bien expliqué par Arnaud. C'est un besoin vital d'atteindre la neutralité carbone, donc pas émettre plus de gaz à effet de serre
que ce que notre territoire, la biomasse, les forêts peuvent absorber d'ici 2050. L'autre côté de la double contrainte carbone, c'est l'épuisement des combustibles fossiles, parce qu'il faut savoir que notre économie repose essentiellement sur est très fortement liée à la consommation énergétique. Plus on consomme d'énergie, plus on a de PIB, et donc notre mode de vie extrêmement confortable, extrêmement sûr aujourd'hui dépend d'une consommation énergétique très importante et essentiellement fossile. Et pour ne donner qu'un exemple, en 2008, la crise qui s'est passée, en fait, c'est le troisième choc pétrolier qui correspond au passage du pic mondial, du maximum mondial historique d'extraction de pétrole conventionnel. On n'a jamais extrait plus de pétrole conventionnel qu'en 2008. Depuis, on a réussi à sortir de cette crise et à repartir sur un cycle de croissance grâce ou à cause des pétroles non conventionnels nord-américains. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer éternellement. Et de fait, là, on est en train de décrocher là-dessus. Donc, il y a vraiment ces deux aspects qui nécessitent une transition énergétique pour sortir des fossiles, à la fois l'enjeu climatique, qui est un enjeu vital au niveau mondial, et se détacher des combustibles fossiles, dont de toute façon, on va devoir se détacher. Soit on le fait volontairement en arbitrant cette transition et en la dirigeant, soit on la subira. Et donc, c'est tout l'objet des réflexions du Shift Project et des shifters. Ok, ben on aura l'occasion dans la suite du débat de voir comment alors réaliser cette décarbonisation, mais c'était très clair avec ce double objectif, cette double contrainte. Mais justement alors, pour faire un premier pas vers cette idée de décarbonisation, comment est-ce qu'on peut, Thomas, évaluer les différentes énergies traditionnelles par rapport à cette dimension de réduction CO2? Est-ce que certaines énergies produisent plus de CO2 que d'autres? Ok. Merci Laurent, et d'abord merci pour l'organisation de ce débat. C'est des belles occasions d'échanger en prenant le temps. Je pensais qu'après l'intervention d'Arnaud, le tout premier Arnaud, on allait pouvoir aller prendre l'apéro et arrêter le débat à ce niveau-là. Arnaud, deuxième Arnaud, nous a rappelé les enjeux, et puis Maxence a bien planté le décor. Avant de répondre à ta question, je voudrais juste préciser, et c'est important dans une démarche scientifique, c'est de préciser mon expertise. Moi, je suis un expert, je m'y connais dans le domaine de la durabilité des matériaux. Ça veut dire que je ne suis pas omniscient par rapport à toutes les questions énergétiques, et je pense qu'une des difficultés de ce débat, c'est qu'il est d'une complexité infinie, et personne n'est capable de maîtriser l'ensemble des détails et l'ensemble des modélisations qui peuvent exister. Alors, pour répondre à ta question, on peut d'abord bien rappeler qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect sur lequel on n'a aucun souci de se mettre d'accord, c'est de diminuer notre consommation. Le deuxième aspect va être de faire le bon choix des sources d'énergie. Diminuer notre consommation, c'est un point qui fait consensus, et diminuer notre consommation, ça doit être un effort majeur. Moi, personnellement, si j'avais envie de donner un slogan, on divise par 2 dans les 5 à 10 ans. On divise par 2 notre argent en bagnole, on divise par 2 notre argent en avion, on divise par 2 les habits qu'on achète, on achète des trucs qui durent plus longtemps, on réduit le chauffage à 17 degrés dans la maison, on isole, on divise tout par 2. Et il y a moyen de le faire. Et quand on va diviser par 2, tous les objets qu'on va acheter, ils ont été produits avec de l'énergie, et on va diminuer. Quand on ne va pas prendre la bagnole, on va diminuer, et là, on va gagner. Et on peut rester tout aussi heureux, on le sait. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il y a peu de désagréments. On doit aller vers une simplicité plus grande, et ça ne nous rendra pas plus malheureux. Et on est tous un peu dans cet esprit-là. Deuxième aspect, maintenant, et c'est le plus l'enjeu du débat aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va choisir parmi toutes les sources d'énergie décarbonées ou pratiquement décarbonées. Et là, le premier point que je voudrais faire, c'est qu'aucune source d'énergie n'est évidemment à zéro émission. Il n'y a pas que la production de l'énergie, il y a évidemment la production des moyens qui vont produire l'énergie. Donc, quand on construit une centrale nucléaire, on a évidemment toute une infrastructure à mettre en point, des matériaux, du béton, des aciers, et puis on va avoir tout le cycle de vie de la centrale nucléaire, et ça a un impact CO2. On va concevoir une éolienne, qu'on va implanter une éolienne, qu'on va devoir la réparer, on va devoir produire du béton, des matériaux composites, on va devoir réparer pour les problèmes d'érosion, ça a un coût énergétique.
Des panneaux photovoltaïques, on le sait, c'est un coût énergétique. Donc, on n'est pas à coût zéro. Il y a des maintenances, il y a des aspects importants. Et quand on va utiliser des moyens de stockage, parce qu'évidemment, on va en parler dans le débat, les moyens de stockage sont essentiels dans les solutions qui seraient principalement renouvelables sans autre aide. Eh bien, les moyens de stockage sont également cachés derrière eux une production d'énergie très significative pour faire des batteries, pour développer des techniques hydrogène, voire des techniques ammoniaque pour stocker l'énergie, sachant aussi que ces techniques de stockage, on perd de l'énergie parce qu'elles sont avec des facteurs de conversion qui sont faits. Donc, ça, c'est très important. Alors, après, si on regarde les sources carbonées que l'on devrait peut-être utiliser dans certains types de mix, eh bien, oui, le gaz, c'est mieux que le charbon, mais c'est quand même une pollution très significative. Et donc, par rapport à un enjeu zéro carbone, on doit aussi essayer d'éviter le gaz autant que possible. Donc, aujourd'hui, le moyen scientifique d'analyser ça s'appelle l'analyse de cycle de vie, dans lequel on peut mesurer l'impact CO2 sur toute la vie d'une technologie, et on peut mesurer tous les autres impacts environnementaux, parce qu'on ne doit pas oublier qu'il n'y a pas que le CO2. Le focus, c'est le CO2 pour l'instant. Il n'y a pas que le CO2. Il y a les impacts sur les eaux, sur les sols, tous les types de pollution. Dernier message que je voudrais faire passer, et peut-être qu'il sera intéressant d'aborder dans le débat dans la suite. Quand on va parler des moyens de production d'énergie, il est très important de parler de ce qui est disponible aujourd'hui et pas des rêves de demain. Et dans tous les domaines dont on va parler, l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire, il y a les rêves de dans 10 ans, dans 20 ans, de même pour le stockage. Pour le problème d'aujourd'hui, on doit le résoudre maintenant. On doit le résoudre dans les 5 à 10 ans qui viennent, et on ne peut se baser que sur les technologies existantes et pas sur des peut-être. Et de même, on va essayer de ne pas parler du niveau technologique d'il y a 10 ou 20 ans. Les éoliennes ont progressé incroyablement, le nucléaire a progressé incroyablement, les panneaux photovoltaïques en termes de rendement ont énormément progressé, et les techniques de stockage sont en train d'évoluer. Donc, on doit parler du niveau d'aujourd'hui. Et c'est ça en même temps. Voilà, okay. Merci beaucoup, Thomas. Donc, on a bien compris que la seule énergie qui ne produisait pas de CO2, c'était celle qu'on ne consommait pas. Donc, ça, c'était le premier message. Pour le reste, il y a quand même des différences assez notables. Et dès lors, puisque même si on était aussi ambitieux que suggéré par Thomas, il nous resterait encore à produire la moitié de l'énergie que nous produisons encore aujourd'hui. Et Arnaud, du côté d'Inter-Environnement Wallonie, comment est-ce que vous voyez cette production énergétique, essentiellement basée sur du renouvelable? Mais est-ce que le renouvelable serait suffisant? Alors, il y a énormément de scénarios prospectifs qui ont été faits ces dernières années par des centres de recherche d'une part et puis par les autorités d'autre part. Il faut savoir que par exemple au niveau européen, il y a des scénarios qui ont été développés par la Commission européenne notamment, qui est vraiment pas un groupe de bobos Khmer verts, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui font des projections de 100% renouvelables. Avec pratiquement pas de nucléaire. Le nucléaire français reste dans leur calcul étant donné la place du nucléaire français à l'heure actuelle, mais à l'échelle européenne de manière anecdotique, et des scénarios 100% renouvelables. Au niveau belge également, il y a eu toute une série d'exercices qui ont été faits tout à fait prospectifs, parce qu'on parle à l'horizon 2050, effectivement, il y a beaucoup de points d'interrogation, personne n'est devin, et ce qu'on imagine pour demain, ce sera forcément différent ce qui se passera, il faut toujours le savoir. Mais en tout cas, par exemple, le bureau du plan avait réalisé une étude qui menait à 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050 en Belgique. Alors, ils avaient intégré cette contrainte de dire on va essayer de ne pas trop compter sur les autres pays. On va essayer de voir si même au niveau belge, il y a moyen de produire 100% de notre énergie avec du renouvelable. Et la réponse à laquelle ils étaient arrivés, à technologie existante, est oui. Alors, ça, est-ce que c'est faisable? La réponse est clairement oui, on a plein de scénarios. La question aujourd'hui est plutôt de savoir quel est le meilleur scénario. Et le meilleur scénario, alors il y a différents éléments qui rentrent dans le débat. Il y a évidemment d'abord le coût économique des différents scénarios. Avant d'entrer dans le coût, parce que j'ai cru comprendre quand même, notamment dans l'introduction faite par Arnaud, qu'un des problèmes n'était pas de produire la quantité d'énergie d'un point de vue total, mais d'assurer la stabilité à tout moment. Et que c'était là que le renouvelable était peut-être insuffisant. Alors,
clairement, par exemple, cette étude que je mentionnais sur le bureau du plan, elle n'est pas rentrée dans le détail, n'a pas fait une analyse seconde par seconde avec ce qui se fait, par exemple, Elia, l'opérateur, le gestionnaire de réseau de transport, a fait des études comme ça où ils étudient vraiment seconde par seconde sur les 10 dernières années en voyant les conditions météorologiques sur les 10 dernières années, essayer de voir est-ce que notre système tient le coup et produit suffisamment d'énergie à chaque moment par quart d'heure, en fait, comme on en a besoin. Ce que le bureau du plan n'avait pas fait, il l'avait pas fait dans le détail, mais je t'ai quand même posé la question. Et au niveau européen, par contre, là, il commence à y avoir toute une série d'études qui montrent que c'est tout à fait faisable. C'est faisable certainement pas à l'échelle de la Belgique, ou en tout cas ce serait trop coûteux et stupide pour dire les choses comme elles sont. Il faudrait énormément de batteries, par exemple, et on sait qu'environnementalement, c'est pas l'idéal. Par contre, à l'échelle européenne, je vais vous donner un exemple. Si on regarde les régimes de vent, donc pour l'éolien, en mer Baltique et en mer du Nord, il y a des superbes études qui sont sorties ces dernières années qui montrent qu'en fait, il y a une complémentarité relativement intéressante. On arrive à pratiquement 100% de complémentarité entre la mer Baltique, donc le nord de l'Allemagne, et la mer du Nord, c'est-à-dire notre mer, en termes de vent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent en mer du Nord, généralement, il y a du vent en mer Baltique, et quand il n'y a pas de vent en mer Baltique, il y a du vent en mer du Nord. Ce qui veut dire que cette fameuse question de la disponibilité des renouvelables à toute heure pourrait être contrebalancée par des moyens de stockage anecdotiquement, mais aussi par une intégration plus large au niveau européen d'un réseau. Il suffirait en fait d'avoir une intégration. Si on avait une intégration mer du Nord, mer Baltique, eh bien on pourrait déjà avoir un système qui tourne à 94-95% du temps sans aucun problème. Maxence, est-ce que tu partages cet optimisme? Alors, pas vraiment. Alors, juste pour rebondir sur un élément concernant la Commission européenne, bon, la position sur le nucléaire est très politique, mais dans son document Clean Planet for All, qui doit dater d'il y a 2 ans, je crois, la part du nucléaire est amenée à augmenter. Donc la Commission européenne table quand même sur du nucléaire à côté des renouvelables. Après, je souhaiterais ajouter que l'électricité, c'est qu'une partie de l'énergie qu'on consomme. C'est, selon les pays, entre 20 et 25% de l'énergie finale. Donc, la question nucléaire, pas nucléaire, ça ne concerne actuellement qu'une petite partie de l'énergie. Pareil, si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui est peut-être le pays qui a le plus développé les énergies renouvelables intermittentes, alors certes, les renouvelables atteignent à peu près 40% de leur bouquet électrique aujourd'hui, mais le bouquet énergétique primaire total de l'Allemagne, c'est-à-dire si on prend en compte l'énergie utilisée dans les transports, dans l'industrie, dans le chauffage, etc., il est toujours à 80% fossile. 80%, c'est aussi la moyenne mondiale. Au niveau mondial, 80% de l'énergie est d'origine fossile. En Allemagne, c'est la même chose. Donc, même l'Allemagne, avec les centaines de milliards investis, ce que tous les pays ne peuvent pas faire. L'Allemagne a pu faire ça aussi parce qu'elle a une balance commerciale qui est très positive, elle a les moyens de le faire, et même elle, finalement, ça reste relativement marginal. Si on prend l'exemple de la Belgique… Marginal, 40% quand même. De l'électricité. De l'électricité, ok. Mais 80% de leur bouquet énergétique total, donc pas que électrique, provient du fossile. En Belgique, plus des 3/4 de l'énergie finale est d'origine fossile, avec notamment une grosse part du gaz. Et dans l'électricité, le gaz joue encore un rôle important et qui est amené à augmenter. Je m'étais amusé à faire le calcul. Si la Belgique sort du nucléaire en 2025 comme prévu, si elle le remplaçait complètement par du gaz, ça entraînerait une augmentation de 19 millions de tonnes de CO2 par an. En extrapolant la croissance des renouvelables électriques telle qu'elle a eu lieu entre 2010 et 2017 en Belgique, donc on regarde ce que la Belgique a ajouté en renouvelables chaque année entre 2010 et 2017 et on prolonge la tendance, ça ramènerait à 15 millions de tonnes le surplus d'émissions à l'année, parce que en gros, le nucléaire serait remplacé par du gaz et des renouvelables. Et donc, ça voudrait dire qu'on augmenterait de 13% le total des émissions nationales belges en sortant du nucléaire. Donc déjà, on parle que de l'électricité, et en plus, sortir du nucléaire aurait vraiment un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Okay. Ensuite, sur la capacité à
à décarboner le mix électrique avec des renouvelables intermittentes. Le problème, c'est que il y a des besoins électriques irréductibles. S'il n'y a pas de vent et pas de soleil, le besoin électrique, il va quand même rester un certain besoin électrique. Et donc, il doit être… C'est là que l'interconnexion était présentée comme étant une solution. Oui, mais tous les pays ne peuvent pas s'appuyer sur les autres. Et d'ailleurs, c'est un problème que les gestionnaires de réseaux électriques européens sont en train de souligner, tous à peu près en même temps. TNET aux Pays-Bas, Elia en Belgique, RTE en France, parce que tous les pays commencent à compter de plus en plus sur les autres pour apporter la flexibilité dont ils ont besoin. Donc, chaque pays ferme des capacités pilotables en se disant les voisins vont répondre à nos besoins de flexibilité. Sauf que quand on va au restaurant, en fin de soirée, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait sa carte. Si tout le monde compte sur les autres, au bout d'un moment, ça ne passe pas. D'accord. Je pense que ce n'était pas tout à fait la solution proposée. Ici, c'était l'interconnexion pour permettre que les productions de renouvelables des uns et des autres se compensent en fonction du lieu où il y a du vent ou du lieu où il y a du soleil. Sauf que les régimes de vent sont relativement interconnectés, sont relativement en phase en Europe, et globalement, le parc éolien ne descend jamais en dessous de 7%. Au niveau européen, il ne monte jamais au-dessus de 70%. Et juste pour finir mon intervention, Elia, donc le gestionnaire de réseau électrique, a publié un communiqué le 28 juin 2019 où, en introduction, il dit « Elia prévoit un manque de capacité en hausse lors de la sortie du nucléaire en Belgique. Son nouveau rapport souligne l'urgence de la situation et la nécessité de prévoir un filet de sécurité structurelle pour garantir la sécurité d'approvisionnement. » Ça, c'est effectivement l'enjeu de savoir comment on assure le plan de sortie du nucléaire qui a été voté. Mais donc, peut-être, en tout cas, le débat est passionnant et je vois Thomas va devoir être appelé à la rescousse pour pouvoir clarifier cette divergence entre vous. Mais avant d'aller chez Thomas, je vais refaire un tour chez Charlotte pour avoir un premier pouls des internautes qui nous suivent. Oui, il y a énormément de réactions, évidemment. En dehors du fait de se dire comment faire pour se passer du nucléaire en 2025, beaucoup de personnes se posent la question environnementale et une préoccupation, par contre, pour le ménage et le coût sur l'énergie du ménage. Il y a Philippe qui dit l'énergie propre, je suis d'accord, pour autant qu'elle n'entraîne pas un coût faramineux pour les consommateurs. Il n'est pas le seul à avoir réagi à ce sujet-là. Et alors, j'ai épinglé aussi Stéphanie, qui a mentionné le dernier documentaire de Moore, et elle dit qu'il faudrait en prendre compte lors de ce débat. Et quel était le message essentiel de ce documentaire? Attendez, parce que là, elle l'a fait… Ok, mais qu'elle précise alors sur Facebook, comme ça, nous pourrons avoir lors de ton intervention prochaine le message clé du documentaire de Moore. Et on rebondira dessus. Thomas, là, je dois avouer que si même sur les vents, et de savoir si les vents sont interconnectés ou fonctionnent de manière différente, nos deux premiers experts ne sont pas d'accord, moi je suis perdu. Est-ce que tu peux apporter un éclairage de ton côté sur… Est-ce que 100% de renouvelables est possible, notamment afin d'assurer la stabilité aussi de la production? Qui va se prendre un vent? C'est donc ça la question. Je ne sais pas. Ou tu seras diplomate? Oui, je serai diplomate. D'abord parce qu'on est dans la même équipe. Donc, je suis tellement toujours déçu et effaré des débats entre des gens bien, et puis on vient d'entendre des gens bien qui disent le mieux. Et donc ici, on est sur un débat, pas de personnes, on est sur un débat sur des faits, sur des calculs, sur des modèles, avec des imprécisions, avec de nouveau sur quelque chose de complexe. Et donc, je suis particulièrement déçu dans des fins de débat où je vois des gens comme ça remarquables qui, à la fin, se blessent humainement. Donc voilà. Là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de grand risque pour l'instant. Tout est très convivial, il n'y a pas de problème. Et ça va le rester. Parce oui, il n'y a pas d'inquiétude. Évidemment que si une solution tout renouvelable était possible, moyennant quand même un certain nombre de problématiques éoliennes à devoir résoudre, eh bien, je pense que ce serait une bonne solution. Il n'y a pas d'idéologie à avoir par rapport à une forme d'énergie ou de l'autre. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est le point suivant. Même si le point que Arnaud Collignon a mentionné, qu'il peut y avoir des… Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne suis pas capable de mesurer ces aspects-là, mais qu'il peut y avoir des balances qui font que quand il n'y a pas de vent à un endroit, il y en a à un autre. Il y a quand même des cas où il n'y en a pas. Et le problème, et ça c'est le vrai problème, il suffit d'une fois où pendant 3 jours, on n'a pas de vent.
Et la catastrophe que l'on vit, elle est incommensurablement plus grande que le Covid-19. On se rend compte de ça. Pas d'électricité pendant 3 jours, c'est la galère. C'est pas qu'on va pas aller au travail, c'est qu'on va rien savoir faire et on va avoir beaucoup de morts. Et donc, c'est ce danger-là, en fait. C'est vraiment ce danger-là, c'est le moment où il fait noir, et ça arrive. Ça arrive toutes les nuits. Et on n'a pas de panneaux photovoltaïques. Et puis, parfois, des périodes de temps. Alors, c'est peut-être pas fréquent. Et oui, on gère de mieux en mieux les flux, on sait où mettre les éoliennes. Mais il y a ce danger-là qui fait qu'on a besoin d'un backup. De toute façon, on a besoin d'un backup. Comme j'ai dit tout à l'heure, les solutions de stockage, elles ont du sens, mais elles sont, et Arnaud l'a dit lui-même, elles ont un impact environnemental très significatif. Et elles ne sont pas prêtes. Surtout, elles ne sont pas prêtes, quoi. Elles vont être chouettes, les technologies d'hydrogène pour stocker l'ammoniac et tout ça, ça va marcher, mais ce n'est pas mûr aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Maintenant, indépendamment de ça, il est important d'avoir un mix, un vrai mix, et pas qu'une source d'énergie. La crise du corona nous l'a montré ici. Nous devons avoir une forme d'autonomie. L'interconnexion, c'est très beau. On a bien vu à quel point, dès qu'il y a une crise, hop, les pays reviennent sur eux-mêmes et les belles idées de solidarité, elles tombent. Malheureusement, alors moi je ne demande pas mieux qu'on aille vers un monde très solidaire où on connecte l'entièreté, mais de nouveau, ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas dans 5 ans. Ça va venir, je l'espère vraiment, une grande délocalisation de l'énergie et que ce soit un bien universel qu'on partage. Et dans ce cas-là, ces questions d'interconnexion vont pouvoir aider. Mais aujourd'hui, c'est dangereux et la crise du corona nous montre aussi qu'on a besoin d'une indépendance énergétique suffisante. Ça, c'est vraiment, tout comme on a vu qu'on doit être capable de produire certains biens de première nécessité en local. L'énergie, malheureusement, on doit quand même avoir un scénario où on s'en sort tout seul comme des grands ou en grande majorité. Voilà. Merci. Donc, je n'ai pas répondu exactement à la question sur les vents. Non, mais on a... Mais il y a un point important sur le débat, c'est un mix, on en a besoin, c'est simple. Aussi, pour des questions économiques, tous les économistes vont dire qu'on doit multiplier nos sources, c'est important. Avec ça, je n'ai pas encore dit nucléaire ou pas, hein, je le dirai après. Non, on y arrive. Mais il faut multiplier les sources, c'est trop dangereux de mettre tous ces œufs dans un même panier, avec aujourd'hui, au niveau éolien, finalement, des grands conglomérats et des grands constructeurs. Tout comme le nucléaire, il y a du gigantisme. Du côté éolien, on a de plus en plus du gigantisme aussi. C'est dangereux de mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà. Ok, merci. D'abord Arnaud, alors, puisque si on voit que l'idéal serait une combinaison, un mix entre économie d'énergie et renouvelable, et quand même questionner la possibilité de se contenter, en tout cas à court terme, purement du renouvelable, on arrivait sur la question du coût. C'était d'ailleurs, tu avais commencé à l'aborder tout à l'heure pour évaluer quel était le meilleur des scénarios. Peut-être peut-on reprendre avec cette question qui a d'ailleurs été soulevée par Charlotte et les internautes. Alors, sur la question du coût, il y a 2 questions en fait qui sont bien distinctes. Il y a la question du coût global du système avec les investissements, les coûts d'entretien, les frais de carburant et tout ça d'une part. Et puis la deuxième question qui est à mon avis plus intéressante pour les citoyens, c'est la question de la répartition des coûts. Autrement dit, qui paye quoi. C'est 2 questions différentes. Alors pour le coût total, une nouvelle assez moyenne sans doute, c'est que dans tous les scénarios, que ce soit une prolongation partielle du nucléaire ou un scénario où on sort du nucléaire en 2025, là pour le coup il y a eu beaucoup d'études qui ont vraiment été faites en Belgique. Tous les scénarios amènent à une augmentation des besoins d'investissement dans les toutes prochaines années et donc du coût global du système dans les toutes prochaines années. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on sort d'une période où on a relativement peu investi dans notre système électrique et où, quoi qu'il arrive, il y a toute une série de centrales nucléaires qui sont de toute façon qui vont devoir fermer. Je pense à celles qui ont des problèmes de sécurité. Et bien, dans ce cas-là, il faut de toute façon investir dans les 10 prochaines années.
Ça, c'est clair. La deuxième question, c'est de savoir qui va payer. Et ça, évidemment, ça emmène toute une série d'autres questions. Aujourd'hui, principalement, les coûts de l'électricité sont répercutés en grande partie sur les consommateurs résidentiels, donc nous, et puis les petites entreprises, alors que les grandes entreprises ont tendance à être plutôt exemptées de participer aux coûts, et c'est pour des raisons tout à fait légitimes de compétitivité des entreprises. Il y a une concurrence qui existe au niveau européen entre les États sur le coût de l'électricité qui est vendu et qui est fourni aux entreprises, aux grandes entreprises. Et donc, par ce biais-là, on a eu tendance ces dernières années à reporter plutôt le coût sur les PME et sur le résidentiel. Je pense que ça, c'est un vrai débat qu'on devrait avoir dans les prochaines années, de savoir voilà, qui paye. Voilà, je pense avoir fait le tour de ces deux questions sur le coût. Sur la dépendance énergétique, je voulais juste réagir très brièvement en disant qu'effectivement la dépendance énergétique est fondamentale, mais que la seule énergie qui nous garantisse en matière de production d'électricité une indépendance énergétique est le renouvelable, malheureusement, étant donné que le nucléaire et nos réserves d'uranium notamment ne sont pas incroyables en Belgique. Ok, mais Arnaud, à côté du renouvelable, en tout cas à court terme, en attendant d'être capable de 100% de production de renouvelables dans le meilleur des scénarios, qu'est-ce qui est préconisé par Inter-Environnement comme complément? Je pense que ça a été bien dit. La première chose qui est préconisée, je pense que c'est vraiment le postulat de base qu'on doit avoir et sur lequel on va être tous d'accord, je pense. Il faut qu'on diminue notre consommation d'énergie. D'accord, ça c'est sur le volume global. Et donc l'efficacité, voilà, c'est le volume global. Et puis aussi, il faut qu'on devienne des prosumeurs, des vrais prosumeurs. Et prosumeurs, c'est plus que d'avoir un panneau photovoltaïque sur son toit. C'est de vraiment développer petit à petit une relation à l'énergie beaucoup plus flexible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va devoir arriver d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la flexibilité résidentielle, ça reste un débat un peu flou. C'est de savoir comment est-ce que moi, je vais, en tant que citoyen, m'adapter au fait que j'ai produit de l'électricité sur mon toit, par exemple, ou que mon voisin produit de l'électricité et que je suis dans un petit réseau à l'échelle de ma rue. Il y a toute une série de choses à développer de ce point de vue-là, qui sont pas de la science-fiction. On est vraiment dans de court terme. Ça se discute énormément. L'autoconsommation collective, c'est le terme, se développe énormément au niveau européen. Et là, il y a vraiment des gros gains à faire. Mais ça implique qu'on devienne tous, en tant que citoyens, des acteurs beaucoup plus de l'énergie, plutôt que d'avoir juste d'être celui qui met le truc dans la prise et puis c'est tout. Oui, c'est aussi l'objectif donc d'une production décentralisée que Thomas évoquait aussi dans son intervention précédente. Arnaud, peut-être, quel est de ton côté alors ce qui te paraît être la meilleure solution donc pour assurer cette stabilité de la production énergétique? C'est donc le nucléaire, d'après ce que j'ai compris. Maxence. Non, pardon, Arnaud, Maxence, oui, excuse-moi. C'était Maxence que j'interrogeais. Maxence, ton micro, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Pour la stabilité du réseau, tout à fait. Alors, j'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Arnaud a dit sur le besoin de réduire la consommation énergétique, et j'irai plus loin. On parle beaucoup d'efficacité. Ce ne sera pas sur l'efficacité qu'on va gagner le plus, mais sur la sobriété. Je ne prendrai qu'un exemple sur les voitures. Sur les voitures, tous les progrès d'efficacité ont globalement été faits. Maintenant, les motorisations sont quasiment en rendement théorique et on ne fait plus de progrès. Et on constate dans les pays européens une augmentation des émissions au kilomètre actuellement parce que l'alourdissement des véhicules, avec notamment la tendance vers des SUV, n'est plus compensé par les progrès d'efficacité. Donc, le progrès d'efficacité, c'est très bien parce que ça ne demande aucun effort aux gens. En fait, c'est l'ingénieur qui travaille mieux, mais c'est limité. C'est ça le problème. Tandis que la sobriété, c'est-à-dire accepter de faire des concessions pour économiser de l'énergie, et là, il y a un gisement énorme. Avoir des voitures plus petites, moins prendre la voiture, moins prendre l'avion, etc. Sur le coût de l'énergie, pour répondre à l'internaute qui posait la question, malheureusement, je pense que quel que soit ce qu'on fera ou on ne fera pas, l'énergie, de toute façon, va devenir plus chère. Et ça rejoint ce que je disais sur la double contrainte carbone tout à l'heure. C'est que on a passé le pic de pétrole conventionnel, donc le pétrole qui n'est pas très cher. Actuellement, on dépend de plus en plus de pétrole non conventionnel. Et même si on décidait de rester sur des énergies fossiles, de toute façon, elles vont devenir plus chères.
De toute façon, dans les toutes prochaines années, on se dirige vers un choc pétrolier parce que les pétroles non conventionnels ont déjà commencé à décrocher, ils n'arrivent plus à suivre et cette industrie qui n'a jamais été rentable à tailler dans ses investissements et donc là, elle a encore un peu d'inertie mais elle ralentit. Et donc, le prix du gaz, qui fait la même chose que celui du pétrole, va augmenter aussi quand le prix du pétrole va augmenter. Et donc, si le nucléaire belge devait être remplacé, ne serait-ce qu'en partie par du gaz, ça va augmenter aussi le prix du kilowattheure. Donc, quels que soient les investissements qui seront décidés dans les renouvelables, dans le nucléaire ou même dans les fossiles, le prix de l'électricité va augmenter. Par contre, il augmentera beaucoup plus plus le mix énergétique, électrique et énergétique, sera dépendant des fossiles, plus ce prix sera amené à augmenter. Pourquoi est-ce qu'il augmentera plus que si on réinvestit dans le nucléaire? Parce que les combustibles fossiles, les extractions de combustibles fossiles sont tout en déclin en Europe, que ce soit le charbon, le pétrole et le gaz. On dépend de pays pour le gaz et le pétrole qui vont passer leur pic dans les prochaines années ou qui les ont déjà passés. Par exemple, la Norvège, qui est un gros fournisseur de gaz en Europe, va passer son pic dans la décennie à venir. Pour le pétrole, le premier fournisseur, c'est la Russie qui a annoncé qu'elle s'attendait à passer son pic en 2021, ce qui a été confirmé par l'Agence internationale de l'énergie. Ça, c'est à peu près 30% du pétrole qu'on consomme dans l'Union européenne. Le deuxième fournisseur, c'est la Norvège qui l'a déjà passé. Mais si je peux tenter une analogie, ouais. On pourrait dire que le nucléaire conventionnel, ce sont les centrales existantes, et puis alors il faudrait développer un nouveau nucléaire non conventionnel, et ça, ce serait investir dans des nouvelles centrales. Et là, est-ce que ce nucléaire non conventionnel, entre guillemets, ce nucléaire qui dépendrait de nouvelles centrales, de nouvelles technologies, est-ce que lui ne coûterait pas extrêmement cher en termes d'investissement? Non, alors, quand je parle de conventionnel, non conventionnel sur les énergies fossiles, ce sont vraiment des choses qui sont différentes, avec des techniques d'extraction qui sont beaucoup plus... Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait la comparaison. La technologie existante, en termes les centrales existantes versus les futures centrales, quoi. Actuellement, le débat ne se pose pas vraiment sur les futures centrales. En Europe, ceux qui veulent construire des centrales, on reste sur des concepts éprouvés que sont les réacteurs à eau pressurisée. Alors, il y a eu des ratés, notamment en France et en Finlande, parce qu'on n'avait pas construit de réacteurs depuis une vingtaine d'années, mais c'est une technologie qui est bien connue. Quant aux questions de sécurité énergétique et de coût de l'énergie liée au combustible, pour le nucléaire, ça ne se pose pas du tout la même question pour les fossiles, parce qu'une centrale nucléaire consomme très peu de combustible. En fait, on parle de combustible, mais il n'y a pas de combustion dans un réacteur nucléaire. C'est un métal auquel on fait subir une réaction nucléaire. Donc, un réacteur nucléaire consomme environ 30 tonnes d'uranium par année et demie. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut stocker relativement facilement et pour lequel on peut constituer des stocks stratégiques. Alors, je ne connais pas ceux de la Belgique, mais par exemple, en France, sur le territoire français, on a plus de 10 ans de consommation en stock stratégique. C'est-à-dire que si on fermait les frontières françaises du jour au lendemain, même avec un bouquet électrique à 75% nucléaire, on pourrait tenir un peu plus d'une dizaine d'années avec nos stocks d'uranium. C'est complètement inenvisageable avec le pétrole et le gaz, ou, là encore, je ne connais pas les stocks en Belgique, mais en France, on a une centaine de jours. Donc, Merci. Et juste un dernier truc, le coût du combustible dans le prix de l'électricité nucléaire, c'est environ 15%, alors que c'est bien plus élevé dans les centrales fossiles. Merci. Du point de vue du coût, justement, Thomas, est-ce que cette confiance dans le nucléaire te semble justifiée? Est-ce qu'elle tient compte de l'ensemble des coûts, notamment des coûts de gestion des déchets? Parce que je suis un peu surpris par l'optimisme de Maxence. Moi, personnellement, je n'y connais pas grand-chose, mais notamment en lisant des commentaires des internautes en préparant le débat, un des points qui a été mis en avant, c'est le coût du nucléaire qui serait beaucoup plus important qu'on le croit si on réfléchit justement en termes de cycle de vie complet, gestion des déchets et notamment nécessité de réinvestissement dans peut-être pas des nouvelles technologies, mais en tout cas peut-être des nouvelles centrales si les centrales actuelles atteignent la fin de vie. Ouais. Ben oui, les récents déboires dont Maxence vient de parler sur Flamanville, par exemple, en France, ont jeté un sacré coup sur le monde du nucléaire au niveau des coûts. Ça, il ne faut pas le cacher. Un budget qui devait être X est devenu quasi 3X. Pas à cause du nucléaire, à cause d'une perte de capacité technologique, une perte industrielle, alors qui est vrai en France, mais il faut le dire aussi un petit peu peut-être en Belgique. Donc,
on a perdu la capacité de faire des très grands chantiers. Alors, il faut savoir que ce chantier de Flamanville, c'était un nouveau prototype, c'est la 3e génération, c'était beaucoup plus gros que ce qui était prévu, on était sur des puissances qui sont plus élevées, il y a eu des erreurs de métallurgie, il y a eu des erreurs de génie civil. Voilà, le résultat est qu'effectivement, ça coûte beaucoup plus cher à l'État français que prévu initialement. Et même si on revient dans des coûts plus normaux, dans des centrales plus petites, c'est sûr que l'investissement de base est majeur. Il n'empêche que la quantité d'énergie produite par une centrale nucléaire, tout le monde doit se rendre compte de ça, c'est sur 1 km², on met 3 réacteurs qui vont produire autant que 1000 éoliennes. Hein, donc, et qui vont le faire pendant 40, 50, 60 ans. Quand on fait le calcul complet, ce compris avec la gestion des déchets, qui est évidemment, et on va sans doute en parler, si elle n'existait pas, on n'aurait pas le débat non plus aujourd'hui, hein. Je crois qu'on est d'accord. Si on n'avait pas les déchets et le risque d'accident, on n'aurait pas le débat. On serait tous d'accord. Alors, c'est le nucléaire. On gagnerait du temps. On irait prendre la. Oui, bien sûr. Hein, donc, mais donc, ça reste, le nucléaire reste compétitif, surtout si on comprend que faire vivre nos centrales aujourd'hui 60 ans, 80 ans, 100 ans, n'a pas de risque en termes d'accident majeur. La centrale, celle qui existe actuellement. Celle qui existe actuellement. Alors, on a plein d'autres risques si on ne fait pas des investissements. C'est-à-dire des trucs des murs qui vont s'effondrer, des arrêts qui vont se faire. Donc, il faut des investissements massifs si on les prolonge aussi. Mais l'accident nucléaire, ce qui est le gros danger, ce qu'on ne veut absolument pas, c'est ce qui s'appelle la rupture de la cuve. Il ne faut pas que la casserole dans laquelle on met les barres d'uranium, il ne faut pas qu'elle casse. Ça, c'est la fragilisation de la cuve. Et bien là, quand on regarde l'évolution des cuves belges, juste sur ce point-là, eh bien, elles vieillissent extrêmement lentement. Et les essais ont montré que l'état actuel, et ça c'est mon domaine de recherche, hein, donc la durabilité des acides cuves, montre que dans 100 ans, on les a irradiés déjà. Hein, donc on sait ce qui se passe dans 100 ans parce qu'on les aura irradiés. On a pris des morceaux de la cuve et on leur a fait subir l'irradiation de 100 ans. Et puis on a regardé leur degré de fragilisation. Mais certaines de nos centrales, après 100 ans, elles sont encore impeccables en termes de cuve. Hein. Je n'ai pas parlé des aspects automatiques, des capteurs, des machins, tout autour. Mais cet aspect-là, cet aspect-là, il tient la route. Et donc, ça montre quand même le nucléaire à ce côté durable. Donc, je mets de côté le côté déchets, hein, qui est très sérieux, évidemment. Le nucléaire durable, c'est une formule choc. Le nucléaire, c'est comme les avions. Les avions sont absolument incroyables. Ils volent tous les jours pendant 60 ans. Alors, évidemment, on veut qu'il y en ait moins pour polluer moins, mais voilà, c'est une technologie durable en termes des matériaux qu'on a mis et qui tiennent longtemps dans le temps. Voilà. D'accord sur le coût de base du nucléaire qui a augmenté parce qu'on a perdu des capacités industrielles, que ce soit en métallurgie de base ou dans la gestion de gros chantiers. Et donc, si on doit aller vers une solution, mais c'est la troisième partie de ton débat, donc on va peut-être pas... Bon, elle est entamée, là. Mais je voudrais voir si Arnaud, parce que j'ai senti un peu de scepticisme chez Arnaud, là. En tout cas, c'est ce que j'ai interprété visuellement. Donc, je ne sais pas si j'interprète bien sur la durabilité du nucléaire. Sinon, sur la fiabilité en termes de sécurité du nucléaire, les risques sont extrêmement faibles sur le nucléaire. Ils sont extrêmement faibles, mais ils sont grandissants au fur et à mesure que de l'âge de la centrale. Ça, c'est indéniable. Et surtout, et le plus important, c'est qu'évidemment, si le risque est faible, les conséquences potentielles du risque sont gigantesques. Donc, ça veut dire qu'on a une probabilité très faible d'avoir un accident, mais que s'il y a un accident, évidemment, à Doul, par exemple, où il y a la ville d'Anvers qui est 3 km plus loin, ou à Thiange, avec la ville de Liège qui est à 20 km, il est évident qu'on parle vraiment d'un arrêt total, d'une impossibilité de rester sur le territoire belge. Et donc les conséquences, on ne parle même pas d'économie, là, tout le monde se fait bien à l'idée que si on avait à Fukushima ou un incident grave au niveau nucléaire, eh bien, ce serait plus que catastrophique, évidemment, pour notre pays. Donc,
le risque augmente avec l'âge. Je suis toujours surpris d'entendre effectivement la sécurité avec laquelle on dit il n'y a pas de risque nucléaire. C'est quand même ahurissant. Au fur et à mesure, on le dit généralement de plus en plus avec de plus en plus de force au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'accident nucléaire précédent. Mais il faut savoir que évidemment on a eu deux énormes incidents évidemment qu'il ne faut pas rappeler au niveau du nucléaire civil qui sont Tchernobyl et Fukushima, plus un incident qui a vraiment failli très très mal tourner, qui est à Three Mile Islands. Et donc on a vraiment des incidents régulièrement, toujours pour des causes inexpliquées. Et moi évidemment je ne suis pas ingénieur nucléaire, hein, je ne vais pas rentrer sur cette question, mais sur cette question de la sécurité, de dire que c'est une énergie 100% sûre, ça m'a l'air extrêmement difficile à tenir. Alors sur la fiabilité, et je pense parce que je vois de leur passe, la fiabilité de notre parc, il faut voir la question de la prolongation. Je crois que c'est vraiment la vraie question qu'on va devoir se poser dans les 2 prochaines années. La prolongation de notre parc nucléaire. Quels sont les réacteurs qu'on peut prolonger ou non? Il y a 2 réacteurs qui ont eu des très graves défauts et je pense qu'il n'y a pas de débat sur 2 ou 3 Tihange 2, qui sont des débats qui ont eu des défauts dans la cuve, qui auraient dû fermer depuis longtemps. Notamment les autorités en Allemagne aurait certainement préconisé la fermeture immédiate de ces réacteurs. Tous 3 Tihange 2, je vois qu'on n'a pas l'air d'accord, mais là je suis très surpris, doivent fermer. Il y a les 3 réacteurs qu'on a déjà prolongés de 10 ans, donc qui sont à 50 ans. C'est-à-dire que c'est des réacteurs qui avaient été conçus initialement pour durer 40 ans, qui ont été prolongés de 10 ans et qui sont déjà sur 50 ans, d'où le 2 Tihange 1. Alors là, sur ces questions-là, je rajouterais que pour Tihange 1, il y a des problèmes qui ont déjà été détectés, qui sont très clairement liés à l'âge, pas dans le béton autour de la cuve évidemment, mais dans les bâtiments périphériques, mais qui entraînent des fermetures et des problèmes des graves problèmes parce que la centrale ferme alors que c'est pas prévu parce qu'il y a des travaux et merde, le mot m'échappe. Disponibilité, des problèmes de disponibilité, mais c'est très grave parce que par exemple l'hiver 2015, on s'est retrouvé à un moment donné avec un seul réacteur pendant 3 semaines qui tournait et tout. Il n'y a rien de pire que ce scénario-là où on compte sur une production d'électricité et cette production-là, elle n'est pas disponible parce que on est des réacteurs qui sont âgés. Mais donc la stabilité, qui était l'argument principal pour le nucléaire, là est remis en question par ce manque de fiabilité, si j'entends bien. La fiabilité, la question de la sécurité, la question des déchets, on n'aura certainement pas le temps de rentrer, mais aujourd'hui il n'y a pas de solution sur les déchets. Et je rajoute un 4e élément qui est vraiment, mais ce problème-là, on va devoir le gérer quoi qu'il arrive. Il est peut-être plus philosophique, mais pour moi il est fondamental, il justifie mon engagement contre le nucléaire. C'est que parier sur le nucléaire, c'est parier sur une stabilité de nos sociétés, sur la capacité de nos sociétés à gérer sur des centaines d'années une infrastructure qui nécessite un niveau d'organisation gigantesque, des centaines d'ingénieurs, une capacité technique, des moyens financiers. Qui peut me dire aujourd'hui, en sachant qu'il faut pour démanteler un réacteur, il faut une 50aine d'années, disons. Qui peut me dire que dans 50 ans, nous aurons collectivement la capacité technique collective de gérer de telles infrastructures? C'est un pari sur l'avenir gigantesque et le nucléaire, mais pas seulement, d'autres centres, nous sont autant de petites bombes pour les générations futures que nous plaçons et c'est totalement irresponsable de ce point de vue. Merci Arnaud. Thomas avait demandé un court droit de réponse puisqu'il a été interpellé et puis je voudrais retourner chez Maxence, donc si ça peut être bref. Thomas? Je suis d'accord sur le dernier point d'Arnaud. Le côté gigantisme du nucléaire est sans doute un défaut majeur. Et c'est pour ça qu'on doit retourner vers un nucléaire de petite taille. J'ai promis tout à l'heure qu'on réfléchissait sur les techniques disponibles aujourd'hui. Ce nucléaire de petite taille, il est dans les cartons, mais il n'est pas prêt. Et donc là, il faut être honnête, c'est dans 10 ans, c'est les petits réacteurs, les SMR, où on répond à ce problème-là. Mais je suis d'accord avec ce problème-là, le gigantisme. Maintenant, quand on est sur les toutes grandes éoliennes, en mer, avec des paquebots gigantesques, on est aussi sur des problèmes qui deviennent extrêmement lourds à régler. La maintenance, le démontage, le traitement des déchets de ces énormes pales en composite non recyclables pour l'instant. Donc, on a en fait le même problème de gigantisme à ce niveau-là qu'il va falloir gérer et on s'y attelle. Et j'ai dans mon équipe des thésards qui travaillent sur ces sujets aussi dans l'éolien pour essayer de les résoudre.
le problème des cuves et des fissures dans nos cuves. Donc moi, j'ai le mot fissure et pas micro-fissure. C'est bien des petites fissures. Donc j'ai fait partie du groupe d'experts internationaux qui a passé des semaines et des semaines à bosser sur ce dossier, à challenger Electrabel, Engie, alors à les emmerder avec tous les tests imaginables. On a regardé les trucs, on leur a demandé des facteurs de sécurité partout, on leur a redemandé des calculs, des milliers d'essais. Et eh bien, quand on a analysé le dossier, eh bien oui, il n'y avait pas de risque. Il y avait pas de... Sinon, moi aussi, j'ai des enfants et j'habite dans un environnement qui pourrait être affecté et je ne voudrais pas prendre le début du premier risque si je n'avais pas une certitude. Okay. Jamais absolu, jamais 100%, ça n'existe pas. Maxence, ce petit nucléaire, c'est aussi l'horizon le plus prometteur pour le nucléaire ? Alors, il y a plusieurs options. On est peut-être allé trop loin dans un sens avec l'EPR parce que, en fait, l'intérêt de faire des réacteurs de plus en plus grands, c'est qu'on fait des économies d'échelle, on utilise mieux le combustible, on peut mutualiser certains coûts et donc normalement on fait des économies d'échelle. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient une prouesse technologique de réussir ça et on s'est rendu compte que les coûts augmentaient. Donc là, il y a des réflexions pour faire des plus petits réacteurs et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir une offre de réacteurs pour des pays qui n'ont pas besoin de très gros réacteurs ou qui ne peuvent pas les absorber. Parce qu'il faut bien imaginer qu'un réacteur, quand vous l'arrêtez pour le recharger, si votre réacteur fait 1,5 gigawatt par exemple, si vous l'arrêtez, vous perdez d'un coup 1,5 gigawatt. Donc sur un réseau comme le réseau belge, français, allemand, ça ne pose pas vraiment de problème parce que ce sont des réseaux extrêmement denses avec beaucoup de consommation, beaucoup de production électrique, donc vous pouvez l'absorber. Dans des réseaux qui sont plus vieillissants, plus fragiles, avec moins de consommation, plus petits, là vous pouvez avoir besoin de petits réacteurs. Donc c'est aussi pour diversifier l'offre et puis après faire des pièces, éventuellement faire de plus en plus de pièces en usine pour pouvoir accroître la modularité et puis faire des réacteurs qui soient moins adaptés à un site particulier. J'aimerais revenir sur la phrase qu'Arnaud disait, parier sur le nucléaire, c'est parier sur la stabilité des sociétés. J'aimerais bien prendre le contre-pied en disant parier contre le nucléaire, c'est parier contre la stabilité des sociétés. Comme on l'a dit au départ, le changement climatique est un problème majeur, c'est un problème vital et on ne peut pas se permettre de mettre de côté ce qui est aujourd'hui la deuxième source d'énergie bas carbone au niveau mondial et la première source d'énergie bas carbone en Europe. Sur la question du démantèlement, effectivement, peut-être que, je ne suis pas devin, peut-être que dans 30-40 ans, nos sociétés seront suffisamment déstabilisées pour ne pas qu'on soit capable de démanteler. Mais si tel est le cas, le démantèlement ne sera vraiment pas notre premier souci. De toute façon, une centrale, quand elle est arrêtée et le cœur déchargé, elle ne présente plus aucun risque. Bon, c'est sûr que laisser un réacteur non démantelé, c'est pas propre, mais ça ne présente pas, il n'y a aucun risque d'accident nucléaire sur un réacteur qui est à l'arrêt déchargé. Si nos sociétés sont incapables de démanteler des réacteurs, ont perdu toutes ces connaissances, on aura plein d'autres problèmes avec plein d'autres industries, aussi des industries chimiques, etc., qui laisseront un passif qu'on ne saura pas gérer et qui présentera une menace bien plus grande que ça. Et ça rejoint aussi la question des déchets. Les déchets nucléaires, on a beaucoup de débats sur est-ce qu'ils sont gérés idéalement ou non. J'ai envie de dire, ce sont les seuls déchets énergétiques qui sont gérés. Si on gérait les déchets des combustibles fossiles, on ne parlerait pas du changement climatique. On parle du changement climatique parce que ces déchets-là sont rejetés à l'atmosphère, qui changent le climat et qui menacent la vie d'une grande partie de la population mondiale. C'est une menace vitale. Les déchets nucléaires, je vais reprendre l'exemple de la France, je suis désolé parce que je connais mieux. Pour 60 ans de production électronucléaire à peu près 75% en France, la totalité des déchets de haute activité, donc ceux qui concentrent la quasi-totalité de la radioactivité, ce sont les combustibles usés, le volume, c'est un volume inférieur à celui d'une piscine olympique, de l'ordre de grandeur de celui d'une piscine olympique. En Belgique, ça doit être, on va dire, entre 5 et 10 fois moins. Donc, ce sont des... Ça sera bientôt une baignoire. Peut-être pas quand même, mais une grande baignoire. Ce sont des tout petits volumes qui permettent de bien les gérer. Ouais. Et donc, ils sont gérés justement pour ne pas présenter d'impact sur l'environnement. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Sur la question du risque nucléaire, j'ai envie de dire, la sûreté, c'est quelque chose
de très compliqué, et c'est pour ça qu'on a une autorité de sûreté, la FCN en Belgique, l'autorité fédérale de contrôle nucléaire, et ce sont des autorités techniques indépendantes. Et il faut leur faire confiance. On le voit aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Tout le monde y va de son avis sur la chloroquine, sur ceci, sur cela. Heureusement qu'il y a des autorités indépendantes qui disent, bon, bah voilà, l'état de l'art sur tel sujet. Et puis, elles aussi peuvent être contestées. Hein, donc, elles peuvent être contestées, mais dans ce cas-là, si elles sont contestées, il faut qu'elles le soient sur des arguments solides, qu'il y ait un débat politique. Mais elles peuvent faillir également. Hein. Oui. Elles peuvent faillir, mais dans ce cas-là, il faut démontrer la faillite, avoir un débat sur comment est-ce qu'on peut améliorer l'autorité de sûreté si on pense qu'elle n'est pas fiable ou qu'elle n'est pas indépendante. Ça peut arriver. Hein. L'autorité de sûreté japonaise, par exemple, manquait d'indépendance avant Fukushima. Mais à partir du moment où on reconnaît la légitimité de l'autorité de sûreté, il faut reconnaître ces décisions dans les deux sens. C'est-à-dire que si la FCN dit à Engie Electrabel, votre réacteur il n'est pas sûr, vous le fermez, Engie n'a pas à leur dire si. Et d'un autre côté, si la FCN dit un réacteur est sûr, un politique n'a pas à dire « moi je pense que le réacteur n'est pas sûr ». Le politique n'est pas compétent pour dire ça. Okay. C'est la FCN. D'accord. Je vois que Charlotte est réapparue. Est-ce que tu peux nous faire un résumé des réactions des internautes et peut-être nous parler de Michael Moore? Oui. En fait, ça va être très difficile de résumer. Je sens que je vais faire des frustrations parce que le débat est très animé dans les commentaires. Je vais d'abord juste revenir sur Michael Moore. Donc, pour l'instant, son dernier documentaire, merci. Donc, il rappelle que les gouvernements et les sociétés ne n'agissent pas assez, que les bouleversements environnementaux sont trop importants et il déboulonne le mythe des énergies vertes. Pour lui, la seule énergie propre, c'est de consommer moins d'énergie. Ça, c'est un consensus. Oui. Alors, le débat, évidemment… Et c'est la moins chère aussi. Voilà, sur la consommation de l'énergie et la diminution de celle-ci est assez représentée dans les commentaires. D'ailleurs, à la question êtes-vous prêt à réduire votre consommation d'énergie, 88% des réponses étaient oui et 12% étaient non. Par contre, il y a Régis qui nous fait remarquer qu'en Corée du Sud, à la sortie du confinement, tout le monde s'est précipité dans les shoppings et l'explosion de l'utilisation de l'avion. Donc voilà, il y a vous voyez comme le débat est riche et animé. On parle beaucoup du gaz aussi. Qu'est-ce qu'on en fait, et des déchets. Ça revient assez souvent. Merci Charlotte. Je vais retourner vers Thomas et peut-être avec, on va, parce qu'on va devoir tout doucement conclure, finalement avec une invitation à nous demander quel est le meilleur mix proposé finalement. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, que faudrait-il proposer comme combinaison? Donc du renouvelable, des économies d'énergie, du nucléaire peut-être, si j'ai bien compris ton point de vue, mais alors quel nucléaire? J'ai entendu parler plutôt de nouvelles centrales plus petites. Voilà, si tu pouvais résumer finalement et donner ton argument final sur la meilleure stratégie pour sauver le climat. Donc, je rappelle d'abord mon manque d'expertise sur le dossier complet. Je connais les aspects matériaux dans ce dossier qui ont un impact colossal, mais ce n'est pas l'entièreté du problème. La solution aujourd'hui, c'est effectivement d'amener un maximum de renouvelables, d'augmenter notre part de renouvelables, pour avoir un bon mix, pour éviter dans les 10, 15 ans, 20 ans d'augmenter notre production de CO2, c'est de ramener une génération de nucléaire. Je ne sais pas si dans 50 ans après, on devra continuer ad vitam, peut-être, peut-être pas. On doit ramener une génération pour être certain qu'on baisse le CO2, pour en être certain, parce que tout le reste, on n'en est pas certain. La collectivisation, les échanges énergétiques entre pays, les moyens de stockage, tout ça, on n'en est pas certain. Les petits réacteurs dont tu parles, ils ne sont pas encore là. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est aujourd'hui de reprendre, de reconstruire des réacteurs, pas les grands machins qu'on a essayé de faire pour le moment dans le monde. Ça coûte d'ailleurs trop cher. Et alors, ce qui est très important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la technologie nucléaire aujourd'hui, elle n'est pas la technologie de nos centrales de Doulé-Tihange de 1975 ou de 80. Il y a 40 ans d'accumulation de compétences qui fait que si les probabilités d'accident à l'époque étaient jugées très faibles, jamais assez faibles, elles étaient estimées à un accident par an, un accident tous les millions d'années par réacteur. Bon, on a vu qu'en 1 million d'années, on a eu plus qu'un. Hein, donc,
Oui. Mais ce n'était pas sur les mêmes technologies. Aujourd'hui, avec toutes les mesures de sécurité et tout l'apprentissage qui a été fait, les experts en matière de sécurité estiment qu'on a encore gagné un facteur 100 dans la sécurité, avec les doubles enveloppes, la protection terrorisme, crash d'avion, etc. Zéro, mais non, jamais zéro. Mais rien n'est zéro. Et continuer à mettre du CO2, ça fait des morts. Ça fait énormément de morts. Et le nombre de morts chaque année liés à la production de CO2 par kilowatt produit par les autres sources d'énergie est supérieur au nombre de morts produits par le nucléaire. C'est horrible de dire ça, ça passe très mal. J'imagine que ça va très mal passer dans le débat aujourd'hui, mais c'est la réalité. Alors bien sûr, Tchernobyl, c'est affreux, Fukushima, affreux, mais c'est exactement la même situation que l'avion et la voiture. J'aime bien cette comparaison. Quand on prend l'avion, on a un stress. Et pourtant, on sait très bien que l'avion est infiniment moins dangereux que la voiture. Eh bien, c'est la même chose avec le nucléaire. Le nucléaire crée un stress parce que s'il y a un accident, c'est une catastrophe. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Tous les moyens font qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'accident scientifique, je ne peux pas dire qu'il est zéro. C'est impossible. On peut avoir une chute d'une météorite inattendue sur une centrale. On peut toujours avoir quelque chose, mais il est extrêmement réduit. Et donc, on doit discuter du nucléaire avec les technologies nucléaires d'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, les déchets, on les a. Les déchets, ils sont là. On a notre piscine, notre petite piscine. Elle n'est pas si petite que ça, en fait. On a une piscine. C'est très dangereux. On gère ces déchets. Si on continue pendant 50 ans, on aura 2 piscines. Voilà. Et puis, avec ça, on fera baisser le CO2. On le fera baisser significativement. On sera très bon en Belgique. Il faut reconstruire 1 ou 2 centrales. Je ne suis pas capable de dire quel est le bon mix. On avance comme ça, un maximum d'éolien en parallèle, et on travaille ensemble. Ça, c'est la solution la plus partagée. Alors, c'est dangereux évidemment de dire ça, mais de tous les contacts que j'ai avec des collègues, je vais dire, au niveau des scientifiques, qui est relativement bien partagé. Partagé, pas à 95%, mais partagé à 70-80% par les... Voilà, donc la conclusion. L'autre option, c'est évidemment de prolonger les centrales. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la cuve, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a tous les problèmes de fiabilité dont Arnaud a parlé. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et si on prolonge, prolongeons de 20 ans. Et donnons à ce moment-là beaucoup des investissements majeurs et on y va pour 20 ans. Et dans 20 ans, peut-être qu'on a ces petits réacteurs, c'est plus petits, plus de gigantiques, beaucoup moins encore de risques, vraiment quelque chose avec moins de déchets épuisés jusqu'au bout. Ma préférence, et qui est partagée par de nombreuses personnes dans ce domaine-là, c'est des nouveaux réacteurs. Mais je comprends très bien qu'il y a un débat aujourd'hui là-dessus, c'est complexe. Voilà la vie. Ok, c'était clair. Arnaud, même question alors, peut-être pouvoir synthétiser quelle est la stratégie idéale pour Interenvironnement par rapport à justement ce mix énergétique pour sauver le climat. Je n'entends plus rien. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Je n'ai plus suivi du tout les débats depuis, comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai eu un problème de connexion et ça a l'air d'être... Voilà, là, c'est rétabli. Donc, si tu pouvais simplement alors résumer en guise de conclusion de ce débat, quelle est la proposition, finalement, la position qu'Interenvironnement mettrait sur la table pour le meilleur scénario pour réduire les émissions de CO2 et atteindre des objectifs climatiques? Moi, je pense que le vrai débat qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est le débat sur... On a parlé beaucoup de nouveaux nucléaires aujourd'hui. Peut-être que vous avez peut-être davantage abordé la question de la prolongation des réacteurs existants en Belgique. Ici, là, on est en 2020. 2025, il y a une sortie du nucléaire qui est prévue. Pour faire très rapidement les calculs, je pense qu'il y a 2 réacteurs sur lesquels on pourrait avoir un débat. Il faut qu'il y ait un débat. Donc, c'est les réacteurs, les 2 plus récents, en fait, 2 ou 3 Tihange 4, c'est 2 gigawatts. Mais il faut savoir que ce débat ne va pas nous permettre de solutionner le problème climatique. En fait, même si on prolongeait ces 2 réacteurs, en fait, ça ne changerait pas énormément, ça changerait, sans rentrer, désolé de donner des chiffres, mais ça diminuerait d'1 gigawatt, d'après les estimations d'Elia, 1 gigawatt en moins de centrales au gaz dont on aurait besoin en remplacement.
Donc en fait, c'est pas le débat, il est faussement posé à l'heure actuelle. Il est faussement posé de dire c'est soit du nucléaire, soit le climat. À l'heure actuelle, sur 2025, on a vraiment 2 réacteurs qui pourraient être prolongés. Il faut avoir le débat, il faut avoir le courage de faire le débat. On est prêt à avoir ce débat. Mais ces 2 réacteurs ne nous permettraient que très marginalement, très à la marge, d'éviter une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui seront dues à la nécessité de construire un certain nombre, 3-4 gigawatts de centrales au gaz d'ici à cette date. Une dernière question, alors je me tourne vers Maxence aussi, hein, donc si peut-être résumer alors en quelques lignes la position du Shift Project pour résoudre la question des objectifs climatiques. Alors, je ne me permettrai pas d'émettre un avis au nom du Shift Project parce que, encore une fois, je ne travaille pas pour eux, donc là, les avis seront les miens. Je ne vois pas pourquoi il faut qu'il y ait un débat pour maintenir ou arrêter des capacités de production d'énergie bas carbone. Et j'aurais la même remarque si on parlait d'arrêter des éoliennes avant leur fin de vie. L'enjeu est tel que toutes les capacités de production d'énergie bas carbone, quelles qu'elles soient, tant qu'elles peuvent être prolongées du point de vue de la sûreté, à mon sens, doivent l'être. Sur la question de quoi faire, en fait, je pense qu'il faut prendre le budget carbone qu'on se donne pour atteindre la neutralité carbone, donc par exemple en 2050, et après faire un rétroplanning secteur par secteur, voir sur quelles sources d'énergie on peut s'appuyer, voir donc l'ampleur des efforts d'économie qu'il faut faire énergétique, alors quand on peut avec de l'efficacité parce que c'est toujours plus sympathique, et sinon par de la sobriété, éduquer les populations aussi, expliquer aux gens que l'avion, c'est vrai que c'était sympa pendant une époque, mais de toute façon ce sera un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité, le fait de pouvoir traverser la planète en avion pour des vacances. Soit on essaie de prolonger un petit peu l'épiphénomène et on va le payer de notre climat et de notre planète, soit on apprend à se modérer avant et on aura plus de marge pour garder un monde viable. Donc tout ça, il faut expliquer aux gens, il faut expliquer que la transition énergétique, avant d'être une transition d'ingénierie avec des choix d'ingénierie entre tel réacteur, ou plus ou moins de telle source d'énergie, c'est surtout un débat de société. C'est parce que l'essentiel va quand même devoir venir d'économie d'énergie et de sobriété. Donc, à mon sens, c'est vraiment là qu'il faut avoir un... Ça, c'est vraiment, me semble-t-il, le constat, le consensus, hein, pour justement assurer que tout se termine dans la convivialité, comme souhaité tout à l'heure, et malgré certaines divergences qui ont été manifestes sur le rapport au nucléaire, je pense qu'il y a un consensus extrêmement fort entre vous sur l'importance de, avant tout, réduire la consommation d'énergie, et que c'est également ce qui est le plus à même de rendre compte aussi d'une sensibilité qui a été exprimée par nos internautes et qui est la question du coût, puisque finalement, quelle que soit l'option, que si j'ai bien compris, l'option énergétique choisie, il est à craindre une augmentation quand même importante de la facture. Dès lors, c'est aussi, cette sobriété, c'est aussi ce qui va permettre de maintenir un coût et une énergie la plus atteignable. Alors cette sobriété, ça passe peut-être aussi par remettre en question un certain nombre de nos modes de consommation, de nos habitudes, et sans doute que ça dépend aussi de l'investissement public, par exemple, dans l'isolation des bâtiments. Je pense que c'est sans doute une manière aussi d'atteindre cette réduction de besoins énergétiques que vous appelez de vos voeux. Je me tourne vers Charlotte et vers Arnaud peut-être pour avoir un dernier mot. Alors le point de vue d'Arnaud, puisque c'est toi qui as lancé le débat, et puis Charlotte, si tu pouvais nous dire peut-être ce qui ressort des échanges entre les différents internautes comme étant la solution qui leur paraît privilégiée. Et j'imagine qu'il y aura des différences selon les sensibilités des uns et des autres. Mais Arnaud, peut-être d'abord, quelle leçon tires-tu de ce débat? Est-ce que ça te conforte dans ta position? Est-ce que ça remet en question certains arguments qui te semblaient essentiels? Non, ma position n'a pas du tout modifié. J'adhère vraiment à la conclusion de Thomas Pardon, qui vraiment, pour moi, a mieux pris la bonne décision, enfin, selon moi, évidemment, que voilà, on y a des enjeux. Le nucléaire n'est pas parfait, loin de là, mais entre des risques potentiels mais catastrophiques et des morts d'office si on continue avec le carboné,
il n'y a pas à beaucoup trop discuter, il faut prendre des décisions. Certains ont peur, mais le nucléaire, pour moi, reste la solution. Charlotte, ce débat va continuer à vivre parmi les participants du Fera Beau Demain, comme il a vécu sur la page Facebook, je n'en doute pas. Si tu peux peut-être nous faire un dernier topo de ce qui s'est dit, la sensibilité des autres contributeurs. Oui, il y a pas mal en fait de commentaires sur la mixité évidemment des ressources énergétiques et je pense que c'est ça qui ressort le plus, en sachant que le nucléaire fait vraiment débat. On parle beaucoup du gaz, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et les personnes sont vraiment en train de débattre, en train de savoir quel est le pourcentage ou pas, et des énergies renouvelables évidemment, avec toujours en derrière, on le sent bien, le problème du coût des énergies renouvelables, vers où on va aller pour le portefeuille de tout un chacun. En tout cas, j'invite et je remercie tout le monde d'avoir participé parce qu'on sent vraiment que le sujet passionne, et j'invite tout le monde à continuer les débats sur la plateforme Il Fera Beau Demain, car vraiment c'est très intéressant en tout cas d'avoir les points de vue différents, et c'est comme ça qu'on va arriver à une solution, en tout cas on l'espère. Merci à vous tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain débat confiné. Merci vraiment pour votre participation et vos éclairages. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde.